Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Ce podcast vous est présenté par la Banque des Territoires. Pour que la transformation de l'éducation profite à toutes et à tous, la Banque des Territoires agit au service de l'intérêt général pour des territoires plus attractifs et plus inclusifs. La MGEN, acteur majeur de la protection sociale des professionnels de l'éducation et de la formation, MGEN entretient en permanence des liens avec le monde éducatif. C'est pour soutenir les initiatives qui mettent la technologie au service de ces professionnels que MGEN a créé les trophées MGEN EdTech. Et la Maïf, parce que le numérique façonne toujours plus le quotidien de chacun, la Maïf met à la disposition de tous des services pour mieux accompagner l'individu dans la transformation numérique de la société. Je suis Rémi Chal, directeur général d'EdTech France, l'association des entrepreneurs qui mettent la technologie au service de l'éducation et de la formation. Bienvenue pour cette deuxième journée exceptionnelle de Web Radio Podcast EdTech France. Nous sommes toujours en direct de l'espace Territoire apprenant de la Banque des Territoires au salon Educatech Educatis pour encore 2 jours de talk en live qui s'annonce passionnant avec tous les acteurs du numérique éducatif, des associations, institutions, professeurs, chercheurs, entrepreneurs. Ils vont se succéder sur ce plateau pour partager leurs initiatives, leur vision du monde et leur vision de l'avenir. Et vous nous suivez en live stream sur les sites web, les réseaux sociaux de nos partenaires, la Banque des Territoires, la Maïf, la MGEN, sur edtechfrance.fr et sur tous les réseaux Twitter et LinkedIn. Si je vous dis coder, HTML, langage Python, Java, ça vous fait peur ? Moi, un petit peu. Parce que c'est encore le cas aussi d'une grande partie de la population, d'où l'importance de démystifier ce qui touche au numérique et à l'informatique dès le plus jeune âge. C'est ainsi qu'ils deviendront ces enfants, des citoyens à l'aise dans une société transformée par le numérique. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le grand honneur de recevoir la fameuse Claude Thérosier, fondatrice et Chief Executive Officer de Magic Makers. Comment vas-tu, Claude ? Bonjour Rémi, je vais très bien. Je suis très contente d'être là pour étraîner ce podcast ce matin. J'espère bien que tu es content. Tu m'auras dit le contraire. On a arrêté tout de suite, hein, je te préviens. Donc Python, Java, tout ça, on va comprendre ce que c'est. C'est pas un serpent et c'est pas une danse. On est d'accord ? C'est quoi Python et Java ? Ce sont des langages informatiques. Un langage informatique, c'est juste un moyen de donner des instructions à une machine pour qu'elle les fasse à notre place. C'est tout ? C'est tout. Ah, donc ça fait pas peur du tout en fait. Hein. Quand on l'explique simplement, ouais. Et donc ça, toi, tu l'apprends à des enfants ? Raconte-moi un peu comment t'es venue cette idée de lancer Magic Maker, c'est-à-dire des ateliers pour apprendre à coder. L'idée m'est venue en tant qu'à la fois maman et ingénieur télécom. Moi, j'ai fait un diplôme d'ingénieur télécom. J'ai appris à programmer quand j'avais 20 ans, à la fin des années 90. C'était les débuts d'Internet. D'accord. Quand mon fils a eu 8 ans, ça faisait 15 ans que j'étais sortie de l'école, je me suis rendu compte que ce que j'avais vu à l'école, Internet, j'avais fait du langage C, etc., c'était en train de changer la société. C'était pas juste en train de changer les processus des grandes entreprises et la façon et l'économie, on va dire. Mais là, je te parle de 2012. Hein. C'est le moment où tout le monde commençait à avoir un smartphone, à faire ses courses sur Internet, à payer ses impôts en ligne. Et vraiment, je me suis rendu compte que moi, je comprenais ce qu'on était en train de vivre, mais que la plupart des gens ne comprenaient pas. Parce que moi, j'avais eu la chance de faire des études supérieures, un diplôme d'ingénieur. Et que l'autre chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'on était au début de quelque chose. On n'était pas du tout, c'était pas du tout fini comme révolution. L'informatique, je disais un langage tout à l'heure, c'est des instructions que tu donnes à une machine pour qu'elle les exécute à ta place. Ça permet en fait d'automatiser le travail intellectuel. Ça permet à une machine d'automatiser des tâches que tu fais avec ton cerveau. Un exemple très simple, hein, c'est Google Maps. Moi, quand j'étais jeune, j'avais mon passe Navigo. Enfin, c'était une carte orange à l'époque. Je l'ai eu aussi. Hein, tu vois, et j'avais mon petit plan des stations. Et quand je devais aller quelque part dans Paris, je calculais mon itinéraire pour voir à quel endroit je vais faire ma correspondance. Aujourd'hui, je ne fais plus ça. Je sors mon téléphone. Et j'ai une application qui va me dire quel est le bon itinéraire pour moi. Donc on est vraiment sur quelque chose, un travail intellectuel que je fais faire par la machine. Je donne cet exemple parce que je pense qu'il est parlant et que tout le monde, qu'il parle à tout le monde, mais il faut se rendre compte qu'en fait, on est en train de vivre ça dans tous les secteurs de l'activité économique, mais aussi privée, dans la façon dont on interagit les uns et les autres avec les réseaux sociaux. On a vraiment en fait notre société qui est en train d'être transformée grâce à ces outils. Grâce ou à cause. Après, les deux sont possibles. Et donc, moi, ça a été une espèce de prise de conscience qu'aujourd'hui, pour être un citoyen actif, un citoyen qui ne subit pas la situation, il faut à minima comprendre ce qui se passe. Et moi, je pense encore mieux être capable de choisir dans quelle direction on va, être capable de créer des projets. Et je me suis dit,
j'ai repensé la manière dont j'avais appris à programmer quand j'avais 20 ans en école d'ingénieur. En fait, ok, c'est compliqué, mais il n'y a rien de compliqué que tu ne puisses rendre simple. Oui. Si je fais des trucs très simples et concrets pour des enfants, je suis sûre que c'est même pas qu'ils vont comprendre, c'est qu'ils vont s'amuser. Oui. C'était ça mon idée. Et ça a été vraiment la jeunesse de Magic Makers. Donc c'est 2012. Oui. J'ai quitté mon entreprise, j'étais salariée en 2013. Et j'ai monté Magic Makers. Tu étais parmi les premières à lancer des ateliers au code. Aujourd'hui, il y en a d'autres qui fleurissent. Mais... J'étais la pionnière en France, concrètement. À l'époque, en fait, une des raisons pour lesquelles j'ai eu l'idée, c'est que quand j'ai fait cette prise de conscience, je me suis dit, mon fils a 8 ans, c'est le bon âge. Je vais bien trouver un atelier de coding à Paris. Et il n'y avait rien. Vraiment, sincèrement, à l'époque, il y avait 3 personnes que j'ai rencontrées qui faisaient des choses peut-être dans leur garage. Et du coup, c'est là que je me suis dit, en fait, il y a un truc à faire. Il y a un écart trop important entre le besoin de la société, l'impact sociétal que ça a et la place que ça a aujourd'hui dans l'éducation. Et combien d'enfants sont passés par des ateliers Magic Makers depuis la création ? 15 000. 15 000 enfants ? 15 000 enfants, Et comment ça se passe concrètement ? Mon fils a 12 ans, j'ai envie qu'il fasse du code le week-end. Comment ça marche ? On s'est développé comme un service extrascolaire. Ça, je pense qu'on en reparlera. C'est ce qu'on fait apprendre à coder. Moi, je pense, et je suis content d'ailleurs que ce soit dans les programmes scolaires. Après, c'était beaucoup plus facile, surtout pour aller sur un sujet qui était complètement nouveau et sur lequel, en plus, moi, j'ai inventé une nouvelle pédagogie. Enfin, je me suis beaucoup inspirée des travaux du MIT, de Scratch, etc. Mais on est sur de la pédagogie active, où on n'est pas sur une approche par la théorie, mais sur une approche par la pratique, et je crée et je fais. Et donc, c'était beaucoup plus simple de le faire en extrascolaire. C'était plus simple pour moi de convaincre 10 parents d'inscrire leurs enfants dans un atelier sur quelque chose comme ça d'aussi nouveau et novateur que finalement de le faire rentrer directement dans l'institution. Et donc jusqu'à aujourd'hui, on est une entreprise, on propose des ateliers extrascolaires comme du sport ou de la musique. Et donc on a un site web, magicmakers.fr, et si tu vas dessus, tu vas trouver, on propose des ateliers hebdomadaires. Tu t'inscris à l'année, 1h30 par semaine, et des stages à chaque vacances pour les enfants de 7 ans à 17 ans, donc du CE1 jusqu'à la terminale. Donc on a une palette d'ateliers possibles assez phénoménale. Et puis aussi de la robotique. Parce que, pour dire la vérité, j'ai visité avec toi un des sites. Et d'abord, j'ai trouvé une ambiance extraordinaire. Il y avait des petits garçons, des petites filles qui étaient ensemble en train de bricoler sur des machines, des trucs que je comprenais pas. Puis il y avait des robots, il y avait des choses qui avaient été faites. Effectivement, en 5 ans, parce qu'on a fêté nos 5 ans en juin de l'année dernière, en 5 ans, on a développé énormément d'activités. Au départ, on est parti pour les 8-12 ans. On créait des jeux sur le logiciel Scratch, qui est utilisé aujourd'hui au collège, donc qui commence à être assez connu, qui est un logiciel super que j'adore, pour plein de raisons que je pourrais détailler pendant 1 heure. Et en fait, autour de ça, on s'est bien rendu compte qu'en fonction de l'âge et de ce qu'on veut faire, il y a plein d'activités et d'outils qu'on peut utiliser différents. Et on a aussi, très tôt, on s'est dit, en fait, on ne va pas faire que des jeux ou des choses sur l'écran du virtuel. Il faut aussi qu'on fasse des objets connectés. On avait commencé d'ailleurs avec des Lego qu'on peut programmer avec Scratch, où on a des moteurs, des capteurs. Donc tu peux faire une petite voiture, tu mets un capteur de distance. Quand tu passes la main dans le capteur, tu fais 4 lignes de code qui font, si je détecte que la valeur change devant le capteur de distance, je déclenche le moteur et ta voiture se met à rouler. Et donc quand tu fais ça avec des enfants de 8-10 ans, comme on le fait, tu les transportes directement dans... En fait, le code, c'est pas juste quelque chose de virtuel, c'est quelque chose qui peut mouvoir des objets, qui a un impact physique sur le monde. Et tu es aussi sur un support qui génère du plaisir et de l'excitation. Et donc, qui est favorable à quel âge l'apprentissage. on peut commencer vraiment à apprendre à coder, à se familiariser avec ces langages ? Nous, on commence à partir de 7 ans, parce que c'est le moment où l'écriture et la lecture commencent à être suffisamment posées et le temps d'attention est suffisamment long. Parce que notre enjeu chez Magic Makers, c'est d'apprendre aux enfants à créer quelque chose, donc de produire quelque chose, un jeu, un robot, une application. Et donc ça demande une certaine concentration, un temps de concentration. On en a fait déjà des ateliers, on en fait dès le CP en fait. Le temps de concentration est plus long, donc on est plus sur de l'appropriation. Avant, en fait, tu peux faire pas mal de petits jeux qui t'apprennent la logique, tu peux faire des choses sans écran. Il y a plein de choses que tu peux faire avant pour créer avec du code. Nous, on conseille à partir de 6-7 ans. Et on est sur l'extrascolaire, tu l'as dit. Comment faire pour que véritablement l'école se saisisse de ce sujet ? C'est quoi les obstacles aujourd'hui ? C'est la formation des enseignants, c'est des obstacles aussi de technique, de matériel, tout bêtement, c'est quoi ? Alors, tu viens de citer les 2 principaux obstacles. Pour moi, le premier, plus que le matériel, le matériel est un sujet, mais il y a déjà eu des milliards qui ont été dépensés sur des plans informatiques. Et mettre du matériel ne suffit pas à ce que ce matériel soit utilisé avec, dans une vision pédagogique qui a un impact.
hein. Et du coup, c'est ça qui compte pour moi. Et donc pour moi, le vrai sujet, je pense, c'est celui de la formation des enseignants. Il faut se dire que là, alors déjà, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que la programmation est rentrée dans... Enfin, moi, je considère que c'est une bonne nouvelle. Oui, la programmation est rentrée dans les programmes scolaires à la rentrée 2016. Hein, c'est obligatoire à partir de la 5e par les profs de maths ou de techno. Et il peut y avoir une épreuve qui peut tomber au brevet. Hein. Ils ont des épreuves d'algorithmique sur Scratch au brevet. Ils ont là, à cette rentrée-ci, on a créé une option informatique première terminale très conséquente. Enfin, il y a une vraie intégration de ces choses-là dans le programme scolaire. Il faut se rendre compte qu'on est en train de parler d'un sujet qui est peu maîtrisé par la plupart des gens dans la population. Par les adultes. Par les adultes, notamment. oui, voilà, par les adultes. Et donc c'est normal quand on n'a jamais programmé, quand on n'a jamais été même très habitué à utiliser l'informatique. Moi, quelque chose qui me fascine toujours, c'est moi, quand j'ai commencé à travailler à 20 ans, on m'a donné un ordinateur, une adresse mail, et c'était mon outil de travail. Et sans même parler de programmation, j'ai appris à utiliser un ordinateur et à en voir quelle était l'utilité, etc. Parce que c'était comme ça que je travaillais. Un enseignant, que je sache, on ne lui donne pas un ordinateur et une adresse mail, ce n'est pas son outil de travail. Et donc on ne peut pas demander à quelqu'un de s'approprier et de se sentir à l'aise avec ce genre de choses quand ce n'est pas quelque chose avec lequel on a passé du temps et quand le cadre n'a pas été posé pour ça. Il y a des enseignants qui sont intéressés, qui n'ont pas peur et qui y vont et qui font des choses extraordinaires. La question que ça pose pour moi, c'est comment tu accompagnes tous les enseignants sur ce sujet-là, parce que le numérique, c'est une réalité pour tout le monde. Et c'est une réalité professionnelle. Aujourd'hui, quel que soit ton projet, même si ton projet est personnel, c'est une association, tu veux faire quelque chose pour avoir un impact sur le monde, si tu n'utilises pas la technologie, ton projet aura moins d'impact. Et moi, je le vois, la technologie, comme un levier pour avoir de l'impact quand tu l'utilises intelligemment. Et donc, c'est important de rendre ça accessible et permettre l'appropriation par le plus grand nombre. C'est intéressant parce que ce terme d'impact, on l'entend depuis hier, on l'entendra encore demain. Ça montre bien que c'est une valeur qui est partagée par tous les entrepreneurs et tous les acteurs du numérique, d'avoir un impact positif sur la société, parce que l'enjeu pour les enfants, c'est pas d'en faire des développeurs. Non, il y en a qui viendront développeurs et c'est un métier. Il faut se dire qu'aujourd'hui on manque de développeurs et que quand on a peur de ne pas avoir de métier, c'est une façon d'avoir un métier intéressant qui permet de gagner de l'argent, il faut le dire aussi, d'assurer sa subsistance. Donc il ne faut pas non plus quand même négliger cette part-là. Mais c'est vrai que pour moi l'enjeu, c'est pas que tout le monde devienne développeur, c'est pas du tout ça. C'est vraiment plutôt que tout le monde comprenne la technologie et se sente capable de se dire par rapport à ce que j'ai à faire, voilà comment je pourrais l'utiliser et voilà quelle application je pourrais créer ou faire créer par quelqu'un qui est capable de le faire. Si tout le monde a cette logique-là, pour moi, c'est de transformer les gens en acteurs, en fait. Parce qu'il y a quand même un sujet aujourd'hui, c'est que la technologie, ça permet de faire des choses extraordinaires, mais ça permet aussi de prendre du pouvoir sur les autres. Bien sûr. Sans rentrer dans les détails, quand tu récupères les images de tout le monde, tu peux l'utiliser par des caméras de surveillance, tu peux l'utiliser pour le bien public, mais tu peux l'utiliser pour contrôler les gens aussi. Donc la technologie n'est pas neutre. Enfin, elle est neutre au sens où la technologie est neutre. C'est ce qu'on en fait qui ne l'est pas. Et ça, il faut en avoir conscience. Et il faut avoir un usage... En fait, la question, c'est quand je fais un programme, c'est pourquoi faire. C'est presque davantage des ateliers de citoyenneté que des ateliers de coding, en réalité, Magic Makers, quasiment. Alors, c'est quand même du coding. mais c'est vrai que derrière, pour moi, c'est vraiment une vision de citoyenneté. Moi, je considère que ça fait partie de la formation en fait, indispensable de tout citoyen quelque part. Sans que tout le monde devienne développeur, mais simplement pour ne pas subir le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et alors pour coder, a priori, il faut un écran. Aujourd'hui, l'écran, c'est le diable absolu. Est-ce que c'est pas un obstacle parfois que tu rencontres auprès des parents ou auprès des enseignants qui vont te dire non, surtout pas Bien sûr, et c'est un obstacle, c'est une peur qui est parfaitement justifiée. Aujourd'hui, il y a des problèmes d'addiction aux écrans et il faut aussi avoir conscience que la plupart des applications qu'on utilise sont pensées pour qu'on y passe du temps parce que derrière, ce qu'on nous vend, c'est la pub. Donc aujourd'hui, c'est un vrai phénomène, ce phénomène de l'économie de l'attention. Et du coup, ça demande une capacité à comprendre ce qui se passe pour réguler ça. Donc c'est un vrai sujet. Personnellement, moi, ce que les enfants font dans les ateliers, c'est pas capter leur attention. Au contraire, c'est rentrer dans un usage créatif et intelligent avec la technologie.
nous, on met un enfant ou un adolescent à la position de dire ok, là je veux faire un jeu ou je veux faire une application, qu'est-ce que je veux faire, à quoi ça va ressembler, comment je peux le faire, si je fais comme ça, est-ce que ça marche. Donc on est vraiment dans le concret. Et donc nos ateliers durent 1h30 et pas 1 heure, parce que dedans il y a au moins 45 minutes où ils font. Et on a ce phénomène où ils sont complètement... Là, alors justement, quand aujourd'hui on a peur que nos enfants souffrent d'une dispersion de l'attention, là on les recentre sur quelque chose, un objectif, quelque chose qu'ils créent eux-mêmes, où ils apprennent, ils réfléchissent, ils se trompent. Et donc on est dans un usage vertueux de la technologie pour moi. Et on est dans un usage aussi, quand vous avez programmé votre propre application, tout d'un coup vous réalisez que ce que vous utilisez c'est pas magique. Il y a bien quelqu'un qui a décidé où était le bouton et ce qui se passait derrière. C'est pas... Et du coup vous êtes aussi en mesure de vous poser la question, quelle est l'intention derrière cette application? Et donc forcément, vous allez prendre du recul par rapport à ce que vous utilisez et réagir différemment. Et pourtant, c'est Magic Makers. Hein, c'est pas magique, mais c'est Magic Makers quand même. Hein. Attention. Tu veux dire non, mais c'est du marketing, j'ai bien compris. Non, je plaisante. Et est-ce qu'on peut coder sans écran? Mais c'est intéressant parce que le nom Magic Makers, il n'est pas du tout au hasard, bien sûr. Non, c'est que c'est justement le double effet. Quand tu comprends pas, tu as l'impression que c'est magique, ce que tu utilises. Et quand tu arrives à le faire, c'est encore plus magique. D'accord. Ça c'était... Finalement, j'ai posé une bonne question sans le savoir. Tout à fait. Et est-ce qu'on peut coder sans écran, justement? Parce que je sais qu'il y a des entreprises qui proposent des solutions comme ça. Oui et non. Ouais. On peut faire... En fait, ça dépend de ce que tu entends par coder. Tu peux coder sans écran, c'est-à-dire que tu peux enchaîner des instructions et voir le résultat. Notamment, il y a des trucs super, je pense au robot Cubeto en bois, où tu as un petit robot et puis tu as une plaque où tu as des objets de formes et de couleurs différentes qui représentent les actions, avancer, tourner. J'ai vu une petite coccinelle aussi. Oui, voilà. Et donc quand tu fais ça, c'est génial pour les enfants parce que tu manipules des objets qui correspondent à des actions et hop, tu les mets dans ta plaque en bois et quand tu appuies sur le bouton, tu as bien ton petit robot en bois qui va tourner, qui va exécuter la séquence d'instructions que tu as programmée. Donc c'est une façon expérientielle très puissante de comprendre ce que c'est que la programmation, qui est donner des instructions à une machine pour qu'elle les exécute. Donc en ce sens, c'est génial. La nuance que je mets, c'est que programmer, à un moment, si tu veux faire des programmes, créer quelque chose qui de nouveau, qui n'est pas juste ton robot qui se déplace, à un moment, tu vas avoir besoin d'un écran et d'un langage informatique pour aller plus loin et faire quelque chose qui sort créer quelque chose qui sort du cadre déjà. Et donc, je dis ça parce que à la fois, c'est extrêmement important quand on enseigne la programmation, de passer par des activités, ce qu'on appelle débranchées, donc des activités sans écran, où tu vas vivre justement par l'échange et l'expérience des concepts et des logiques que tu vas utiliser pour la programmation. C'est à la fois très efficace en termes d'apprentissage et ça permet de prendre du recul. Par contre, moi je considère qu'à partir d'un certain âge, on ne peut pas programmer sans ordinateur. Parce qu'il y a aussi un truc, c'est que quand tu as fait ton programme, tu sais s'il marche ou pas quand l'exécution est correcte. Et donc là, tu as besoin que tu aies une machine qui le fasse. Et tu as besoin de confronter l'algorithme que tu as élaboré dans ta tête et que tu as programmé avec ton langage, avec la réalité du résultat produit. Et ce n'est qu'en faisant ça que tu vas pouvoir vraiment comprendre, affiner, tester, etc. Et est-ce qu'il ne faudrait pas faire des ateliers d'initiation aussi pour les adultes, pour qu'ils comprennent ce qu'est un algorithme, pour qu'ils prennent la main et qu'ils comprennent qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle, qu'il y a toujours une intelligence humaine à un moment donné? Effectivement, c'est la machine est bête. L'intelligence, c'est l'homme qui la met dedans. Oui, moi je pense qu'en fait, ce que je dis concerne tout le monde. Après, moi, j'ai choisi de me concentrer sur les enfants. Ce n'est pas la même manière de faire et le même objectif. C'est pas la même mission. Enfin, c'est la même mission au final. Mais c'est un autre projet, on va dire. Mais moi, je considère que oui, tout le monde a besoin d'une certaine initiation à ça. Et il y a des petites filles aussi, hein. J'en ai vu dans l'atelier. Alors c'est un peu le sujet du moment, les femmes et le numérique. Alors ça commence dès le plus jeune âge. Quel est le pourcentage de jeunes filles dans les ateliers Magic Makers? Alors, la réponse que je donne, elle est au pif parce qu'on ne stocke pas l'information du genre. Donc je n'ai pas de stats précises, mais on doit être autour de 30%. D'accord. Qui est à la fois pas du tout satisfaisant parce que c'est pas la parité et qui est déjà nettement mieux que dans plein... les formations scientifiques post-bac, je crois qu'on est à 10% en moyenne, c'est ça. Et dans les secteurs de la tech, on est à 20%. Et dans les écoles d'ingénieurs, c'est moins de 20%. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on est déjà mieux. Nous, on essaye on cherche à proposer des choses. Pour moi, le code n'est pas genré. Le code, c'est un moyen de
de donner vie à un projet. Et les filles ont des projets aussi. Enfin, il n'y a pas que les garçons qui ont des projets, c'est pas vrai. Et quelque part, le code, la technologie, c'est un moyen d'implémenter des solutions aux problèmes de la société. Ouais. Et donc, si tu implémentes des solutions qui ne sont que conçues et implémentées par des hommes, potentiellement, tu vas rater des choses dans le champ des solutions que tu mets en place. Alors, je rentre même pas dans le sujet de... Il n'y a pas de différence physiologique qui ferait que les garçons seraient meilleurs dans le code que les filles. Ouais. D'ailleurs, j'espère que tout le monde le sait ici, à la genèse de la programmation informatique, il y a des femmes. Le premier algorithme a été écrit par Ada Lovelace, avant même que Charles Babbage crée la première machine qui devait... Première recette de l'ordinateur. Elle avait compris comment ça marchait, elle avait écrit un programme c'était dans les années 1800. Voilà. Et il y a eu beaucoup de femmes au lancement de l'informatique après la Deuxième Guerre mondiale. C'était des femmes en fait qui faisaient les algorithmes, qui programmaient. C'est un secteur qui était progressivement complètement repris par les hommes. Je constate dans nos ateliers, pour finir de répondre à ta question, qu'on propose nous des choses qui sont pour tous. On met des filles partout dans les visuels, etc. Il y a des biais inconscients présents un peu partout qui font qu'on a toujours quand même plus de garçons qui sont inscrits que de filles. Et ça, pour moi, c'est un travail de très longue haleine de faire changer ces stéréotypes inconscients qu'on a tous. Alors, de la même manière que quand on a des enfants, on a quand même tendance... Moi, je l'ai fait. J'ai offert à mon fils des Legos et une poupée à ma fille. Et en fait, tu joues déjà un stéréotype quand tu fais... Enfin, tu fermes déjà des portes... d'une certaine manière quand tu fais ça. Et donc nous, on reproduit tous inconsciemment ces schémas. Donc il y a un travail de fond à faire qui peut d'ailleurs potentiellement passer par des quotas. C'est une question. Ça fait ses preuves parfois aussi. Alors les coding schools, Magic Makers ou autres sont évidemment payantes, c'est un modèle économique, ce qui de fait peut-être prive certaines parties de la population de cette possibilité d'avoir accès à ces ateliers qui sont, on l'a dit, des ateliers aussi de citoyenneté. Quelle est ta position par rapport à ça? Je sais que tu fais des choses en place, tu mets des choses... Bien sûr, je travaille de plus en plus avec des collectivités. Parce qu'en fait, il n'y a pas de secret. Le service qu'on fait, il faut bien que quelqu'un le paye. Parce qu'on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche et d'air libre. Donc, quand on le fait comme une entreprise, ce sont les parents qui font le choix de payer. Et là, tu quand même contribues à augmenter la fracture numérique, puisque ce sont les parents qui vont avoir les moyens et qui sont conscients que c'est important qui vont le faire. Donc, c'est extrêmement important de trouver d'autres relais. Donc, il y a les collectivités, mais encore faut-il trouver des financements pour financer des activités extrascolaires qui sont quand même relativement onéreuses parce qu'il y a une expertise de l'animateur et il y a du matériel, et donc il y a des problématiques de mise en place. Voilà. Donc il y a ça, mais on y arrive, mais c'est plus lent en fait. Après, du coup, une autre chose qu'on met en place pour toucher plus largement, et ça reboucle un peu avec les enseignants, c'est la formation. On est en train de développer, on a en 5 ans développé une compétence très forte. J'ai beaucoup parlé des petits tout à l'heure qui faisaient des Lego et du Scratch, mais en fait, on va très très loin. Nous, au collège, on fait une dizaine de technologies. On fait des logiciels, on est capable de créer des applications, on fait du HTML, CSS, on fait du Python, ce fameux langage qui est utilisé au lycée cette fois-ci pour les cours de programmation informatique. Nous, on fait carrément de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que sur des collégiens lycéens, on va jusqu'à leur faire coder des programmes, des réseaux de neurones en Python qui vont apprendre à reconnaître des images. Donc on va traiter et on a acquis donc une compétence très forte de à la fois quels outils je peux utiliser, quelles activités sont adaptées en fonction de l'âge de 7 ans à 17 ans et quelle posture pédagogique adaptée pour faire passer par le projet, par la pédagogie active, cette appropriation de la logique qui n'est pas juste je comprends comment ça fonctionne, mais je comprends comment mener un projet à bien, comment définir mon objectif, comment tester pour et réagir quand ça ne marche pas. Travailler avec les autres parce que j'ai pas toute la solution et que c'est compliqué. Donc c'est tout ça. On a donc développé en fait une vraie expertise et une capacité à former nos propres animateurs. Aujourd'hui, combien d'animateurs Aujourd'hui, on en a 60. On en avait presque plus l'année dernière parce qu'on a professionnalisé. Donc j'en ai 15 qui sont à temps plein, à CDI temps plein, et les autres en temps partiel parce que quand tu fais de l'extrascolaire. Donc on en a moins, mais on fait plus d'ateliers. Et donc on a développé cette compétence et on est en train de devenir organisme de formation externe pour former ceux qui ont besoin. On discute justement pour former par exemple des animateurs de centres périscolaires. Dans un monde idéal, moi j'aimerais bien former les enseignants, mais je n'ai pas encore trouvé. Mais c'est ici qu'il faut le dire. Et il y en a plein autour de nous aujourd'hui. En tout cas, moi, nous,
on a la compétence, on a le désir de transmettre, parce qu'on n'ira pas dans l'école, nous. Et du coup, si on peut transmettre notre compétence pour qu'elle soit appropriée par les enseignants et qu'elle leur serve à intégrer dans leur pratique pédagogique ce qu'on fait, moi, je serais ravie. Et alors, quels sont les projets là, pour Magic Makers, projets concrets dans les prochaines années là? Il y a combien de centres aujourd'hui? Alors, au début, on a commencé avec des centres à nous, donc on en a 5. Et on se développe beaucoup dans des lieux partenaires maintenant. Donc là, cette année, on est dans 50 lieux au total. D'accord. J'en ai visité un. J'ai visité la Fabrique démocratique à Boulogne. Ah bah génial. Ouais, c'est très sympa. Et voilà, on a plein de lieux partenaires. C'est continuer à se déployer, donc sur le territoire et au travers de la formation aussi, justement pour rayonner plus largement. Et à l'étranger, c'est un truc qui est prévu? Il y a déjà peut-être des écoles. C'est quelque chose qui ne s'est pas encore fait, mais qui se fera sûrement quand le temps sera le bon. Bon, l'année prochaine, on refait un podcast et tu nous expliqueras le déploiement de Magic Makers partout en Europe et dans le monde. Dernière chose, parce que moi je représente une association d'entrepreneurs dont tu seras bientôt membre, depuis le temps que je te courtise, Claude. Et on a souvent cette image de l'entrepreneur EdTech qui est un jeune homme blanc qui a fait une grande école. Alors tu as un seul défaut, c'est que tu as fait une grande école. C'est ça, je suis désolée, vraiment, je m'en excuse. Mais voilà, moi j'aime bien aussi montrer qu'il y a aussi beaucoup de diversité parmi les entrepreneurs EdTech, probablement pas assez, parce que c'est difficile d'entreprendre. On pourrait revenir sur tout ton parcours, mais moi je vois beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui, pendant 1 année, 2 années, n'ont pas de salaire. La réalité, elle est là, c'est difficile. Comment est-ce que toi, tes premières années, tu les as vécues en tant qu'entrepreneuse? Quelles sont les difficultés principales? On pourrait faire un podcast là-dessus, peut-être. Oui, je pense que c'est un podcast à part entière, parce que des difficultés, tu en as tout le temps, et tu les oublies aussi un peu. C'est marrant, en fait, quand j'ai commencé, moi je me souviens, un des trucs, il faut se dire, quand j'ai commencé, j'étais la première. Donc moi, quand j'ai dit, je vais apprendre à programmer aux enfants, c'était pas rentré dans les programmes scolaires, c'était pas un sujet dont on parlait, c'était pas un sujet courant. Et moi, ma première difficulté, c'est qu'il y avait des gens qui me disaient, mais de quoi tu parles? Mais tu as fumé la moquette. Mais c'est pour les ingénieurs, c'est pas pour les... Puis, il n'y a pas de marché. Et puis, enfin voilà. Et donc, c'était la première difficulté, c'était ça. Moi, j'avais une intuition très forte, qu'il y avait un vrai besoin. Et c'était de faire émerger ça. Bon, bravo en tout cas, parce que puis ça fait des petits. Il y a plein d'autres écoles de code qui se sont développées, mais quand on est premier, on reste le premier, ça c'est certain. Et puis je souhaite une belle réussite à Magic Makers. Merci beaucoup Claude pour toutes ces confidences. Et cet échange ce matin. Donc vive le code, voilà, pour tous. Vive le code pour toutes, pour les grands, pour les petits, pour les moyens, pour les vieux. Vive la prise de pouvoir sur le code. Voilà, et sur les machines. Et sur les machines. Exactement. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans la web radio podcast EdTech France. Merci au public là, qui a été très attentif. Là, d'habitude, le public est en délire. Voilà, et là, le public est en attention. Ah, il y a un peu de public en délire au bout. C'est parce que tu n'as pas fait cette blague, Rémi. Oui, parce que j'étais moi-même passionné par ce que tu racontais, tu vois. Voilà, donc merci à tous. On est présent encore toute la journée et demain sur le plateau de l'espace territoire apprenant de la Banque des Territoires en direct et en live stream et en podcast du salon Educatech Educatis. À très bientôt. Merci à tous. Merci Rémi. Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast EdTech France, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter, 5 étoiles, et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Merci à Maxime Maton pour la production de ce podcast et à notre journaliste Natacha Lefauconnier pour la préparation des interviews.